Dimanche 3 décembre 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari. Et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de El Hadj Idi Abdou. Il est acteur de la société civile nigérienne. El Hadj Idi, bonsoir. Bonsoir. Avec notre invité, nous allons donc parler de la situation sécuritaire, notamment qui s'est dégradée ces derniers temps sur l'ensemble, dans les différentes régions, notamment à l'est et à l'ouest du Niger. El Hadj, donc le temps de parler de cette situation sécuritaire. Parlons maintenant de la politique avec la déclaration ce dimanche d'un comité dit de crise du parti CPR Nganchi, dont certains militants ont été exclus il y a quelques mois. Dans celle-ci, les signataires ont annoncé la suspension du président de ce parti, Kassoum Maman Mokhtar, pour 1 an de la présidence. Le résumé avec Nasser Dantofo et Chebi Dissoum. À compter de ce dimanche 2 décembre 2018, Kassoum Mokhtar est détrôné et suspendu de la présidence du CPR Nganchi pour une durée d'1 an. Ainsi en a décidé le comité national de crise mis en place. Le CPR Nganchi sera désormais dirigé par l'honorable Ibrahim Medaji pour sauver le parti. Pour ses militants, Kassoum Mokhtar est un cancer pour ce parti et décide de ce qui suit. Tenons le camarade Kassoum Mokhtar comme étant le seul et unique responsable de la situation de crise que traverse le parti en ce moment. Rejetons catégoriquement la dissolution de la convention régionale de Niamey, l'exclusion ou la suspension du parti de tous les camarades des conventions régionales de Maradi, Niamey, Tillabéri et Dosso. Pensons qu'il est donc temps de réagir pour mettre un terme à cette course vers l'abîme et remettre notre parti sur les bons rails. Sans quoi, le CPR Nganchi risque de devenir l'ombre de lui-même et incapable de conquérir le pouvoir, et de conduire le peuple nigérien vers la dignité, la prospérité et le progrès auquel il aspire tant. Le comité national de crise, à sa tête l'honorable Ibrahim Medaji, s'engage à reprendre en main et redynamiser la destinée du parti. Décidons de la suspension du camarade Kassoum Maman Mokhtar de la présidence nationale du parti CPR Nganchi pour une durée d'1 an à compter de ce jour 2 décembre 2018. Par conséquent, le camarade Kassoum Maman Mokhtar ne saurait engager le CPR Nganchi de quelque manière que ce soit dans ses actes privés et politiques. Le comité national mis en place, présidé par l'honorable Ibrahim Medaji Kabirou, est chargé d'expédier les affaires courantes du parti en attendant la tenue d'un congrès extraordinaire. Les membres du comité seront désormais nos seuls interlocuteurs et nos représentants auprès de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, et toute autre instance politique et ou administrative, ainsi que tout autre partenaire. Le comité de crise mettra tout en œuvre pour convoquer un congrès extraordinaire dès que possible, en vue d'entériner les textes amendés par la commission mise en place au lendemain du congrès constitutif du parti tenu à Zander le 14 novembre 2015. Le comité a également la charge de mettre en place le secrétariat exécutif national et le bureau politique national. Nous réitérons notre appartenance à la MRN, réaffirmons notre soutien sans faille à son Excellence El Hadji Issoufou Mamadou, président de la République, pour son œuvre de construction nationale, ainsi qu'au chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini, pour sa sagesse, son sens de responsabilité et de rassemblement. Apportons notre soutien moral aux forces de défense et de sécurité pour le combat inlassable qu'elles mènent contre l'insécurité ambiante dans notre pays. C'est ainsi que le comité national regroupant les 8 régions du pays lance un appel à tous leurs camarades déçus par le comportement irresponsable et immoraux du président Kassoum Mokhtar, qui ont choisi de s'abstenir de participer aux activités du parti ou tout simplement de démissionner, de revenir dans le rang de leur cher parti.
Parlons politique toujours avec les 5 organisations de la société civile nigérienne qui ont fait allégeance au Front démocratique et républicain FDR ce matin. C'était au cours d'une cérémonie au siège de l'UDR Tabat. Des organisations de la société civile venues apporter leur contribution dans la lutte que mène ce front dirigé par Amadou Boubacar Sissi. Le point avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. C'est massivement que les militantes et militants des partis membres du Front démocratique pour la République FDR ont convergé au siège de l'UDR Tabat pour accueillir à bras ouverts de nouveaux adhérents à leur grand regroupement. Des hommes et femmes issus de 5 organisations de la société civile nigérienne et pas de moindre venus épouser les idéaux du FDR. Fort de cet accueil de grand jour dont ils ont fait l'objet, ces acteurs de la société civile n'ont pas manqué de brosser un tableau sombre de la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays. Sur le plan politique, la situation se caractérise par le manque de volonté du régime à vouloir organiser des élections crédibles. La question politique renferme aussi celle de notre souveraineté mise à mal par l'implantation non concertée des bases étrangères sur notre territoire national. La coûteuse gouvernance économique se traduit par la reproduction effrénée d'investissements superfétatoires au détriment du peuple nigérien qui souffre de cette régression. En dépit de l'augmentation des richesses du pays, même les secteurs de souveraineté sont à l'abandon, comme le secteur éducatif et l'hydraulique, malgré les annonces pompeuses. La société nigérienne elle-même est affectée dans ses fondements par l'insouciance du régime, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le favoritisme et la corruption sous toutes ses formes sont devenus la marque de fabrique du régime Gouri. Face à cette malgouvernance et aux injustices qui la caractérisent, l'opposition politique élargie et regroupée au sein du FDR entend prendre toutes responsabilités dans la perspective de rassembler et de défendre les Nigériens qui sont les oubliés et les méprisés du système. Elle entend initier et organiser un débat national sur des questions cruciales, tant politiques qu'économiques et sociales, pour cimenter notre unité nationale, chère au père de notre indépendance. Pour cela, la restructuration est essentielle. Elle aboutit ce jour à la signature autour de certaines valeurs d'un protocole d'accord entre 5 organisations de la société civile regroupées au sein du comité de réflexion pour l'alternance démocratique et la préservation des acquis démocratiques et les partis politiques membres du FDR. Une adhésion des organisations de la société civile à ce combat qu'entend mener le FDR qui tient ainsi toute sa raison d'être. D'où cet appel. À tous les démocrates sincères, à toutes les formations responsables à rejoindre ces rangs pour consolider l'unité de notre pays et faire face à la malgouvernance, aux menaces de division interne qui guettent le Niger. Présentons nos condoléances les plus attristées aux familles victimes de Boko Haram. Le FDR, tout en ayant une pensée particulière aux otages de Boko Haram, exige du gouvernement la création de toutes les conditions pour obtenir leur libération. Enfin, le FDR réitère son soutien au FDS dans l'acquittement de leur mission régalienne, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Ainsi, au vu de cette mobilisation qui se passe de tout commentaire, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que le pari est d'avance gagné pour le FDR qui se veut un cadre fédérateur de l'opposition politique nigérienne en vue du combat démocratique et républicain. Une situation à mettre à l'actif de l'ensemble des leaders des partis membres du FDR avec à leur tête le président de l'UDR Tabat, Amadou Boubacar Sissi. Direction Malbaza, à présent c'est dans la région de Tawa où le Premier ministre Brigitte Rafini a inauguré le vendredi 23 novembre dernier la nouvelle cimenterie. L'un des plus grands complexes industriels du Niger, cette nouvelle cimenterie va désormais satisfaire une grande partie des besoins de la population, comme vous allez le voir dans ce public reportage. D'une capacité de 1500 à 2000 tonnes par jour, soit 650 000 tonnes par an, la nouvelle cimenterie du Malbaza est le plus grand complexe industriel privé nigérien capable de satisfaire 80% des besoins en ciment des populations nigériennes. Sa valeur, a indiqué le président directeur général Idiango Ibrahim, est de 60 milliards de francs CFA environ, avec un capital de 4 milliards 300 millions de francs CFA. La cimenterie de Malbaza est un complexe intégré, c'est-à-dire une ligne complète de production depuis les matières premières jusqu'à l'ensachage du ciment.
Le Niger, a indiqué le président directeur général de la nouvelle cimenterie du Niger, est le seul pays de la région à disposer de toutes les matières premières nécessaires à fabriquer le ciment. En termes de création d'emplois directs, 350 salariés sont recrutés pour faire fonctionner la nouvelle cimenterie de Malbaza du Niger. Aussi, des milliers de familles de la région bénéficient des activités induites par la société, ce qui freine l'exode rural. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, à l'issue de sa visite. C'est que c'est les efforts intrinsèques des Nigériens qui ont abouti à ce projet qui aujourd'hui est en train de démarrer. Parce que nous ne sommes pas encore à la phase de croisière. C'est vrai qu'il y a les installations marchent, mais le véritable démarrage va avoir lieu prochainement, je crois, Monsieur le Président. Nous avons été édifiés de ce processus qui va de la matière première dont dispose le Niger jusqu'au produit fini qui est le sac de ciment. Un ciment d'une qualité rare dans la sous-région. Donc c'est l'objet d'une grande fierté nationale. Je dois tout simplement féliciter le promoteur qui est là, c'est Idi Ango, et lui dire vraiment bravo. Bravo et qu'il mérite tout le soutien du gouvernement et des Nigériens, de tous les Nigériens. Parce que là, nous avons le plus grand complexe industriel nigérien au Niger. C'est extrêmement important. Toute la valeur est pratiquement retenue au Niger. Puisque du calcaire, je ne vais pas m'aventurer dans les différentes étapes de la construction, depuis le calcaire, le gypse et tout, sont disponibles au Niger. Et nous n'importons rien de tout ce qui est là. L'usine est là, elle est installée sur 40 hectares et les installations pour visiter le processus, vous n'avez pas moins d'1 kilomètre d'installation. C'est fabuleux, c'est tout simplement fabuleux. Nous qui sommes à Niamey, nous nous rendons compte que l'intérieur du Niger, ça bouge absolument. Et vraiment, nous devons les féliciter et les encourager. Les Nigériens dépensent près de 100 milliards pour importer du ciment et par conséquent enrichir d'autres pays et d'autres entreprises, ce qui aggrave le déficit de la balance commerciale et en affectant la mobilisation des recettes douanières, alors que le produit sera très bientôt disponible localement. Selon le secrétaire général adjoint de la section Saint-Amine de Malbaza, il est impératif que l'État du Niger protège la nouvelle cimenterie du Niger par des mesures qui bloquent l'entrée du ciment dans le pays, surtout qu'il n'y aura aucune différence de prix. C'est un investissement qui a été fait grâce à un groupe de Nigériens qui sont des actionnaires dans la société. Donc, ces Nigériens, c'est des patriotes, moi que j'appelle des patriotes, qui ont accepté de mettre au service de la population, au service de notre État, leur fortune, leur argent. C'est le lieu ici de leur rendre un grand hommage. Dire qu'on n'a plus besoin d'aller à l'extérieur pour prendre pour importer du ciment. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Quand vous partez ici à 7 km de Kouani, donc à Ilela, vous allez voir des centaines, voire des milliers de camions emportés, chargés de ciment, en attendant de traverser la frontière. Et c'est la même situation quand vous partez à Maradi, c'est la même situation quand vous partirez dans la région de Zander. Donc ce ciment-là, assez souvent, il rentre d'une manière frauduleuse dans notre pays. Je dirais que ce n'est pas une situation qui est favorable pour un investissement comme celui qui vient d'être réalisé par l'État. Cet investissement-là, il a besoin de l'État. Il a besoin d'être protégé par les autorités de ce pays-là. Et particulièrement par le président de la République, son
son excellence Laurent Gbagbo. Aucune raison de continuer à laisser entrer des centaines, voire des milliers de camions étrangers qui aspirent les revenus des Nigériens, dégradant nos routes, alimentant la fraude, ne payent quasiment aucune taxe ni impôt au Niger, n'emploient aucun Nigérien, sont protégés dans leur pays parce que nous ne pouvons faire entrer du ciment pour concurrencer leur entreprise. C'est le cas de la plupart des pays de la sous-région, en dépit des accords de libre-échange, a souligné le secrétaire général de la section Saint-Amil de Malbaza, qui demande également la protection de l'État. Parce que nous avons, je le dis, le ciment le meilleur, en tout cas de la sous-région. Et ce ciment, et évidemment, avec l'aide de l'État, nous disons c'est des ouvertures, des emplois. Le président, le directeur général a eu à le dire. Et c'est l'opportunité, en tout cas pour la jeunesse, d'éviter, et avec les retombées de ce ciment, d'éviter l'exode rural. Pour dire que, en tout cas, ça va aussi dans le sens des Nigériens, nourrissent les Nigériens. La nouvelle cimenterie de Malbaza est le plus grand complexe industriel privé qui fait la fierté du Niger, également un instrument de son développement qui mérite une attention particulière. Demain, 3 décembre 2018, le Niger va célébrer la journée internationale des personnes handicapées. À cette occasion, nous nous sommes intéressés aux personnes handicapées du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey qui se sont organisées pour mener des activités économiques pour bien sûr subvenir à leurs besoins. Reportage Asma Ousseidou, Halidou Bourema. Assis sous leur hangar, tous d'un âge avancé de deux sexes et en situation de handicap, ils ont décidé de ne pas arpenter les rues et carrefours de Niamey à la recherche de l'aumône, mais se nourrir à la sueur de leur front en confectionnant des habits chauds, chaises, ballons, savon liquide, eau de javel pour ne citer que cela. Dieu merci. Nous sommes là, nous mangeons, nous finançons la scolarisation de nos enfants. Nous formons des enfants. Eux-mêmes aussi, ils prennent après la formation, ils arrivent au moins à satisfaire un peu. Pas beaucoup. Quand je rencontre un handicapé sur la route, je suis blessée. Il faut que j'arrête. Je lui demande, qu'est-ce que tu trouves? Viens, on va travailler. S'il refuse, je reste avec elle. Il y a une femme, elle m'appelle Aïkara, jusqu'à présent, je suis sa copine. Je dis, mendier là, c'est pas bon. Quand on est handicapé, il faut être propre. Il faut travailler pour gagner pour soi. Demander quelqu'un l'aide, il faut travailler, gagner sa vie au lieu d'aller quémander. Quémander dans la rue, mendier là, c'est pas bon. Malgré leur volonté d'exceller dans ce métier, ces personnes en situation de handicap du 5e arrondissement sont confrontées à un certain nombre de difficultés. C'est que je demande aux autorités d'abord de nous venir en aide, de tenir compte de nos activités. Nous là, nos produits là, il faut tenir compte de nos produits. Le savon liquide, le savon parfum là. On peut aller on peut venir les acheter et aller les utiliser. L'eau de javel, nous fabriquons aussi de l'eau de javel, j'ai oublié. L'eau de javel, dans les centres de santé là, dans les ménages, c'est utilisable, c'est plus performant même que ce qu'on importe là. Pour nous, on sait de quoi on a fait ça. C'est plus efficace d'acheter nos produits et les utiliser. Les ballons, les filets, tout ça là, il faut les acheter et les utiliser. Concernant les ONG, nous demandons de l'appui partout. Tout ce qui peut nous venir en aide, nous sommes à leur attente. À notre début, c'est le projet World Vision qui nous a financé 2 ateliers, un pour les hommes, un pour les femmes. Mais ça fait maintenant 17 ans. Sinon, maintenant, l'atelier même, c'est presque tombé. Le hangar est tombé, les ateliers, les kiosques, même les tôles là se sont rusés. Nous travaillons malgré tout ça. Pour réduire le nombre des mendiants qui s'accroît de jour en jour, les autorités doivent élaborer une politique de soutien aux personnes en situation de handicap engagées dans des petites activités et encourager l'insertion sociale de ces derniers.
Je l'ai annoncé en début de cette édition, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit de l'acteur de la société civile nigérienne, El Hadji Idi Abdou. El Hadji Idi, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va revenir sur la situation sécuritaire, notamment avec le dernier développement des événements qui se sont succédés donc, au Niger sur le plan sécuritaire. Et pour commencer, El Hadji, comment vous voyez cette affaire de la sécurité, notamment avec les récentes attaques dans la région de Difa et dans la région de Tel Aviv aussi? Bien, merci. Il faut voir le problème dans le contexte global de la sous-région, parce qu'évidemment, les attaques se font remarquer dans le bassin du lac Tchad et au nord de Tel Aviv. Pour ce qui est du bassin du lac Tchad, ici, clairement, d'abord, ça c'est Boko Haram. Et il s'est avéré que Boko Haram s'est divisé en deux. Il y a Boko Haram et il y a une section de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest. Si vous vous souvenez, en 2015, Shekau, le chef de Boko Haram, avait fait allégeance à l'État islamique. Et 5 jours après, effectivement, ils ont accepté. Donc, dès lors que Boko Haram était accepté, donc à ce moment, elle avait changé de nom pour prendre le sigle anglais ISWAP. ISWAP, là, ça veut dire Islamic State West African Province. Donc, c'est comme c'est une province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et il agissait comme tel. Parce qu'à ce moment, on a été le nom Boko Haram, elle agissait sous le nom de cette branche de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Maintenant, en 2016, il a été destitué par l'État islamique. Ils l'ont destitué parce que pour eux, je pense qu'ils le prennent pour un brigand. C'est un brigand qui, en réalité, il estime qu'il n'a aucune vision politique. Juste, il prend des gens et il monnaie les gens. En fait, c'est des rançons. Donc, du fait de ça, ils l'ont destitué et ils l'ont remplacé par Abu Moussab al-Barnaoui. Al-Barnaoui, là, c'est l'enfant du père fondateur de Boko Haram, Mohamed Youssouf. Donc, à ce moment, quand ils ont fait cette fusion-là, ils ont profité de l'organisation de l'État islamique. Et effectivement, quand vous constatez, parce que ISWAP, là, cette branche de Boko Haram dirigée par Barnaoui, elle agit dans le bassin de lac Tchad. Et elle attaque des cibles militaires pour récupérer les armes. Et maintenant, nous sommes arrivés à un moment où ils ont tellement récupéré des armes et qu'ils attaquent frontalement les militaires maintenant, et du Niger, et du Tchad, et du Nigeria. Parce que, quand vous regardez, le long de notre frontière avec le Nigeria, pratiquement en dehors de la base de Damasek, pratiquement les militaires nigériens se sont retirés. Parce que la dernière, c'est la base de Gachagar, qui, c'est à la 4e attaque, les militaires nigériens se sont repliés. Donc, finalement, on était revenu presque au statu quo. Avant l'arrivée de Buhari au pouvoir, et Buhari au pouvoir avait promis de réduire effectivement Boko Haram à néant. Et c'est à ce sens-là que les élections approchent. C'est un des éléments qui justifie la recrudescence effectivement des attaques de Boko Haram dans le bassin de lac Tchad, pour dire que, enfin, il faut introduire dans l'agenda politique nigérien pour dire que Buhari n'a pas tenu parole, parce que nous sommes toujours là et nous agissons. Donc, il y a une sorte de rivalité, et maintenant, une fois destitué Aboubakar Shekau, maintenant il a repris la tête de son Boko Haram, mais lui, sa fraction se trouve dans la forêt de Sambisa. Donc, finalement, maintenant, et quand on voit, je pense qu'il y a des éléments qui donnent l'information que même, maintenant, ils ont même des drones avec lesquels ils essaient de localiser et vraiment de préparer les attaques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement maintenant cette branche qui est liée à l'État islamique et
exploitant, et elle a profité évidemment de l'expérience organisationnelle de l'État islamique, et avec les attaques ciblées sur les bases militaires du Nigeria en particulier, en général, et chez nous aussi, ils ont récupéré beaucoup d'armes. Et maintenant, d'aucuns disent qu'ils ont même des chars blindés. Et quand ils ont attaqué dernièrement la base militaire de Arigué au Nigeria, heureusement, l'armée nigérienne a pu les repousser, mais ils ont attaqué, ils sont venus dans des camions avec des armes anti-aériennes. Donc ça veut dire qu'ils ont de quoi frontalement attaquer nos militaires. Ce n'est plus l'affaire d'explosifs, de kamikazes, ce n'est plus maintenant se camoufler, non, ils sortent frontalement, ils attaquent. Parce que pourquoi ils attaquent? Parce qu'ils veulent récupérer les armes. Et ils récupèrent les armes, et les armes qu'ils récupèrent leur permettent de faire des attaques de grande envergure. Donc c'est ça qui fait que quand vous regardez, vous prenez Toumour, le 17 janvier 2018, ils ont attaqué le poste de la gendarmerie de Toumour. Après maintenant, en novembre, la 21-22 novembre, ils ont attaqué, ils ont commis un massacre là-bas. Après, ils sont revenus dans moins de 5 jours pour enlever les 15 filles. Donc ça, ce qui est du bassin du lac Tchad, c'est vraiment Boko Haram. Et Boko Haram, d'abord, ils veulent faire intrusion dans l'agenda politique nigérien parce que c'est en 2019 février, là, les élections au Nigeria. Et deuxièmement, avec leur affiliation avec l'État islamique, et surtout avec les attaques, ils ont pu récupérer des armes et surtout, ils ont eu d'autres armes. Parce que le Nigeria disait qu'ils ont des drones. Mais donc, ils ont eu les drones où? Oui, donc cette réorganisation de la secte, c'est ça qui a un peu poussé le président nigérien, Mohamed Buhari, qui était à Maiduguri, pour convoquer un sommet d'urgence à N'Djamena. Oui, effectivement. Parce que le même sommet, c'était suite à une réunion annuelle de l'état-major du Nigeria. La réunion même de l'état-major devrait avoir lieu cette année à Benin City, c'est au sud. C'est vu le contexte, le Buhari avait décidé que d'aller vraiment sur le terrain, sur le fief même de Boko Haram, et tenir, c'est ça. Ils sont partis à Maiduguri tenir la réunion annuelle, et une façon de remonter le moral, de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est vraiment à ce moment, quand la réunion annuelle a été intervenue, mais l'armée nigérienne a des difficultés pour contenir des assauts de Boko Haram tout au long de notre frontière. C'est pour cela maintenant ils interviennent chez nous, parce que du côté du Nigeria à un moment 2007-2017, si on avait connu une certaine accalmie, c'est parce que le Nigeria a détruit la base de Boko Haram dans la forêt de Sambisa. Maintenant après ils sont récupérés. Effectivement c'est à l'occasion de cette réunion là, évidemment il dit qu'il va convoquer, et c'est lui-même le président en exercice de la commission du bassin de lac Tchad, des chefs d'État, et effectivement il a convoqué un sommet extraordinaire. Et malheureusement, le sommet extraordinaire qui a été convoqué, ils disent qu'ils vont revoir les stratégies. Mais de l'autre côté, ce que je ne comprends pas, ils attendent un soutien de la communauté internationale. Mais de quelle communauté internationale ils attendent? C'est de quelle communauté internationale? Laquelle des communautés internationales? Celle qui fournit les drones là à Boko Haram? C'est de celle-là, ou c'est de quelle? Mais ça fait longtemps que les gens sont derrière la communauté internationale. Mais regardez cette... parce qu'à un moment, on a même oublié la force multinationale de 4 pays, Niger, Nigeria, FMM. Cameroun, ils ont pratiquement oublié, et on ne parle que de G5 Sahel. Donc, vous entendez parler, Alhaji, donc ces pays des bassins de lac Tchad doivent compter sur leurs propres moyens. Mais ils n'ont aucun choix. Maintenant, pratiquement, il y a des signaux, il y a des indices qui devraient attirer l'attention et qu'ils comprennent qu'on ne peut pas. On ne peut pas traiter sa sécurité par procuration. D'ailleurs, j'ai vu, il y a un journal, un site web français, Mediapart, un article paru le 29 novembre là, intitulé en fait une certaine complicité entre l'armée française et des groupes, des milices au Mali. Donc, pour revenir ici, il faut que les gens comprennent tout le budget c'est combien. Aujourd'hui,
Nous avons un budget de 2 milliards et quelques. Il suffit que le Niger dégage 80 milliards de francs CFA sur 2050 milliards, ça suffit. Le Tchad fait la même chose. Tous les autres pays, on n'a pas besoin d'aller quémander. Maintenant, quand vous partez quémander, voilà ce qui se passe. Nous sommes inscrits dans l'optique que quelqu'un va venir financer notre sécurité. Mais on attend. Le G5 Sahel, il a eu quoi? Quelles sont les actions? Qu'est-ce que ça a changé? On est toujours en cherche. On a promis, mais ça reste au stade des promesses jusqu'à présent. Donc les gens devraient comprendre. Ici, c'est un terrain dangereux, c'est la guerre. Mais on n'attend pas. On ne peut pas attendre les balles, ce n'est pas leurs concitoyens qui meurent. On n'attaque pas leurs concitoyens. Mais c'est les citoyens nigériens, c'est les citoyens nigériens, c'est les citoyens tchadiens, c'est les citoyens camerounais. Mais il appartient, mais ils n'ont pas de choix, les gouvernants de ces pays-là. Ils doivent prendre la mesure de la situation pour vraiment s'organiser et financer leur sécurité eux-mêmes. Oui, donc alors, revenons chez nous ici, notamment dans la région de Difa, récemment 15 filles ont été enlevées par les éléments attribués, donc un rapt attribué à Boko Haram, et jusque-là on constate un silence des autorités. Vous, mais ça fait longtemps que le gouvernement nigérien ne communique pas. D'ailleurs, avant même les 15, il y avait les 39 filles et enfants de Ngalewa. Jusqu'à présent, personne n'a aucune idée, personne ne sait ce qui se passe. Pourtant, notre pays s'est illustré dans des négociations pour libérer des otages. Notre pays s'était illustré, mais pourquoi il n'y a rien, et puis on n'entend rien. Il n'y a aucune voix gouvernementale qui sort pour contenter les gens, au moins parler. Non, il n'y a rien, c'est le blackout total. Oui, donc ça, pourquoi? Vraiment, on ne sait pas. Bon, en fait, je comprends, parce que nous sommes en face d'un gouvernement qui estime que, personne n'a droit à quoi que ce soit. C'est ça, c'est un gouvernement qui pense que, c'est des sujets, en fait, c'est plus des citoyens. Il pense qu'il a affaire à des sujets et les sujets n'ont pas droit à certaines choses. Il a oublié que c'est des citoyens nigériens qui ont voté, qui ont élu le président de la République qui a fait le gouvernement. Mais les gens oublient ça. Et je comprends, ça c'est la posture du gouvernement nigérien. Ça ne m'étonne pas, vous voyez, il écoute qui? C'est un gouvernement qui s'en fout. Il estime que c'est comme si lui-même, il est parti en guerre, il a conquis le peuple nigérien. Donc pour lui, il n'a rien à expliquer. Le peuple nigérien n'a droit à aucune information, c'est son option. Et c'est ça qui fait que pratiquement, ça fait longtemps, c'est un blackout. Il ne communique pas même les attaques. Souvent quand il y a des choses, il n'y a rien. Oui, donc revenons maintenant un peu dans la partie ouest du Niger, notamment là-bas aussi la situation est un peu déstabilisée, et avec les attaques aussi des groupes terroristes. La dernière attaque c'est celle à Terra où un agent de douane a perdu sa vie. Il a été même enterré cet après-midi, ce matin. Et là aussi, comment vous analysez surtout cette situation après les mesures d'état d'urgence décrétées il y a quelques jours encore ils ont fait ça bien avant. Ils ont attaqué un poste de... Vous voyez, quand vous regardez la tactique, c'est vrai, de l'autre côté, c'est plus les groupes criminels qui sont au Mali. Mais c'est pratiquement la même chose. Le 17 septembre, on a enlevé le prêtre italien. Et le 17 novembre, il en attaque le poste de la gendarmerie de Makalondi. Le prêtre a été enlevé à Boumanga. Entre Boumanga et Makalondi, c'est à peu près 50 km. Quand vous regardez, c'est le même schéma de l'autre côté. Quand ils font de la fixation, là-bas aussi, il y a au moins, Toumour a connu 3 attaques. Ici, apparemment, ils mettent l'accent sur Torodi. Ils ont enlevé un prêtre et ils ont attaqué le port de la gendarmerie. Maintenant, ils sont partis et suite à l'état d'urgence. Et ils ont fait une tentative. Je pense que lui, il était mort accidentellement. Et Dieu merci, ils ont été repoussés. Finalement, ici, le problème qui s'oppose, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les groupes là qui nous attaquent sont protégés au Mali. Par qui? Par, effectivement, les Français. Mais quand le Mali a été envahi, maintenant la France a dirigé une coalition. La coalition, quand elle est partie, ils ont commencé à restaurer. Arrivé à Kidal, les Français ont dit arrêtez-vous, votre mission est terminée.
Et un ministre français a dit que ce sont leurs amis. Mais au commencement, le problème du Mali est parti de MNLA. Et les MNLA, là, c'est eux les amis de France. Un des mouvements sur lesquels il y a une forte présomption de complicité de la France, c'est le MSA. Le MSA, là, c'est le mouvement pour le salut de Lazare. C'est le A, là, qui est dans MNLA. Et ces gens et le Gatia, là, c'est des milices. Mais les gens les soupçonnent et l'article est sorti clairement. De temps en temps, il y a une... Parce que les gens disaient dans l'article, dès que les gens de MSA et de Gatia attaquent, sur les ciels, vous apercevez les avions de Barkhane. Quand on a posé la question, il dit non, c'est ponctuel. Il leur donne des renseignements. Quels renseignements? Des criminels. Eux-mêmes, c'est des criminels. En quoi ils sont différents des autres? En quoi les anciens de MNLA sont différents des autres? En quoi ils sont différents de Mijao? En quoi ils sont différents de Akmi? En quoi ils sont différents de Ansardine? En quoi? Donc, le véritable problème se trouve au Mali, par rapport à la région de Tillabéri, là. Là, c'est un problème très compliqué. Donc, mais regarde, il y a une force de plus de 10 000 personnes au Mali. Mais Kidal, là, n'est plus sous contrôle de l'État malien. Oui. Et les partis qui ne sont pas sous contrôle de l'État malien, c'est le sanctuaire des gens qui viennent nous attaquer. Maintenant, si aide il y a, s'ils croient à l'aide, mais ils n'ont qu'à demander à Barkhane de les détruire parce que finalement, même la situation de Mali est créée par la France parce que c'est Sarkozy qui a mobilisé les gens pour aller détruire la Libye. Quand il a détruit la Libye, les gens se sont retrouvés là-bas. Quand les gens se sont retrouvés là-bas, ils ont fait leur cirque. Et arrivé à Kida, ils disent non, arrêtez, ou votre mission est finie, il faut laisser. Ça, là, ceux-là, ce sont nos amis. Si les gens de MLA sont leurs amis, mais qui est criminel là-bas? Oui, donc là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire donc maintenant par rapport à la situation au nord de la Libye? Ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il y a des gens qui nous attaquent, ils vont au Mali. La seule solution qui va ici, en dehors de cette solution-là, c'est une perte de temps. C'est d'aller détruire les sanctuaires de ceux qui nous attaquent. Qui viennent du Mali nous attaquer, ils retournent au Mali. Il faut détruire leurs sanctuaires. Tant qu'on ne peut pas détruire leurs sanctuaires, c'est qu'ils vont toujours venir nous attaquer. Parce que maintenant, normalement, nos chefs d'État devraient voir la limite de la présence de ces forces étrangères et de voir leurs limites. Nonobstant qu'ils soient là. Nonobstant tout ce qu'il y a, on continue à nous agresser. Et quelque part même, des populations effectivement soupçonnent la France d'être de connivence avec certaines milices qui font des exactions. Oui, donc allez, très brièvement, le temps nous guette. Et vous avez suivi relativement à cette situation, les élus nationaux, les députés nationaux ont rendu public une déclaration. Bien avant ça, ceux de la région de Difa aussi ont rendu une déclaration pour condamner ce qui se passe un peu vers tout le monde. Et hier, lors de la plénière, les députés de la majorité ont aussi rendu une déclaration pour soutenir les actions du gouvernement, mais aussi leurs collègues de l'opposition se sont retirés pour un peu se désolidariser de cette déclaration. Et très brièvement, vous mais entre nous, c'est des Nigériens qu'on tue, c'est des Nigériens qu'on enlève. Si c'est pas que nous avons affaire à une classe politique des plus véreuses, mais sur cette question-là, elle ne doit pas avoir de problème. C'est toute l'Assemblée nationale qui devrait faire une déclaration par rapport à la sécurité. C'est des Nigériens qu'on tue. C'est des Nigériens qu'on enlève. Mais comment on peut imaginer? Vraiment, voilà l'image d'une assemblée. Voilà, c'est ça l'Assemblée du Niger. Une assemblée qui n'est pas capable, par rapport à une telle situation, d'une telle gravité, elle n'est pas capable de parler au nom du peuple qu'elle est censée représenter. Mais ça, c'est lamentable, ça fait pitié. Ça fait pitié. Une fois de plus, ils ont vraiment... C'est un spectacle déshonorant pour l'Assemblée, déshonorant pour la République du Niger, parce qu'au moment où, avec la recrudescence des attaques, là, on tue des Nigériens
Mais ceux qui sont censés représenter les Nigériens sont incapables de parler d'une seule voix en tant que pouvoir législatif pour attirer l'attention du gouvernement et pour contenter le peuple. Mais dans c'est vraiment la limite de cette démocratie représentative. Oui, donc merci Alhaji Idi pour ce temps que vous nous avez accordé pour cet entretien. Et je rappelle que vous êtes un acteur de la société civile nigérienne. Merci une fois de plus et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente nuit à toutes et à tous. Servi bon début de semaine. Au revoir.